La chauffeuse est restée figée en voyant sa photo d'enfance dans le salon du millionnaire. Le portail en fer forgé de la propriété de Lacroix s'ouvrit dans un grincement sourd qui résonna comme un avertissement. Lucie Morel serra ses mains moites sur le volant de sa vieille Peugeot, sentant chaque battement de son cœur contre sa cage thoracique. Cette allée interminable, bordée de platanes centenaires, menait à une opportunité qu'elle ne pouvait pas se permettre de rater. « Allez, Lucie, c'est juste un boulot de chauffeur », murmura-t-elle pour se donner du courage. Mais la mansarde qu'elle louait à Lyon et les factures qui s'empilaient lui rappelaient que ce n'était pas juste un boulot. C'était sa survie. La mansion de Lacroix émergea finalement, imposante et austère. 3 étages de pierre blonde, des fenêtres hautes comme des portes d'église, et un perron où l'attendait une silhouette raide comme la justice. Madame Béatrice de Lacroix. La maîtresse des lieux, Lucie gara sa voiture et en descendit, lissant nerveusement son tailleur bon marché. À 32 ans, elle avait l'habitude des entretiens, des regards condescendants et des refus polis. Orpheline sans famille ni diplôme prestigieux, elle avait appris à se battre pour chaque miette. « Mademoiselle Morel, je présume. » La voix de Béatrice claqua comme un fouet. « Oui, madame, enchantée de faire votre connaissance. »« Nous verrons bien, suivez-moi. » Sans attendre de réponse, Béatrice tourna les talons et pénétra dans la demeure. Lucie la suivit, observant cette femme d'une 60aine d'années, au chignon impeccable et au tailleur Chanel. Sa posture rigide et son menton relevé trahissaient l'arrogance de ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Des moulures dorées ornaient les plafonds, des tapis persans couvraient le parquet ciré, et des tableaux de maître décoraient les murs. Lucie n'avait jamais mis les pieds dans un tel étalage de richesse. « Vous serez logé dans l'aile ouest », expliqua Béatrice en marchant d'un pas vif dans le couloir principal. « Vos horaires seront irréguliers, selon nos besoins. J'attends une disponibilité totale et une discrétion absolue, compris. » « Parfaitement. »« Madame, bien, mon beau-fils, Richard, revient de Paris demain. Il séjournera ici pendant quelques semaines. Vous serez à sa disposition également. » Lucie hocha la tête, enregistrant chaque détail de ce nouvel environnement. C'est alors qu'elle la vit, une photographie encadrée d'argent sur une console en acajou. Le temps s'arrêta. Une petite fille d'environ 8 ans, aux cheveux châtains et aux grands yeux verts, souriait à côté d'un homme d'âge mûr. Il se tenait devant une fontaine de pierre, et la fillette serrait dans sa main un ballon rouge vif qui semblait prêt à s'envoler vers le ciel. Lucie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La petite fille avait une cicatrice presque imperceptible sur le sourcil droit et un grain de beauté sous l'œil gauche, exactement comme elle. « Mademoiselle Morel, vous m'écoutez ?» La voix de Béatrice la ramena brutalement à la réalité. « Pardonnez-moi, cette photo... » Le regard de Béatrice se durcit instantanément. « C'est Alexandra de Lacroix, » dit-elle d'une voix tranchante. « La fille de mon défunt mari, elle a disparu il y a 24 ans. » Lucie ne put détacher son regard de la photographie. Son cœur battait à tout rompre. C'était comme regarder dans un miroir temporel. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle. Incapable de s'en empêcher, elle avait été enlevée lors d'une sortie au parc Montfleury, à Annecy. Le ton de Béatrice était clinique, comme si elle récitait la météo. On ne l'a jamais retrouvée. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer vos quartiers. Mais Lucie restait figée devant la photographie. Des fragments de souvenirs dansaient aux confins de sa mémoire. Une fontaine, un ballon rouge, la sensation d'une main chaude tenant la sienne. À 8 ans, Lucie avait été retrouvée errante et désorientée près d'un hôpital de province. Sans souvenir, sans identité. On l'avait placée dans un orphelinat, où elle avait grandi avec un trou noir à la place de son passé. Les médecins avaient hélas parlé d'amnésie traumatique. Elle n'avait jamais su qui elle était avant ce jour-là. « Est-ce qu'ils ont retrouvé des indices ?» murmura Lucie. Béatrice se retourna lentement, ses yeux scrutant le visage de Lucie avec une intensité nouvelle. « Pourquoi cela vous intéresse-t-il tant, mademoiselle Morel ?»« Simple curiosité, » répondit rapidement Lucie, mal à l'aise sous ce regard inquisiteur. « La curiosité est un vilain défaut dans cette maison, » répliqua Béatrice, un sourire froid étirant ses lèvres. « Ernest, mon mari, n'a jamais accepté sa disparition. Il a dépensé une fortune en détective privé, en vain. Il est mort il y a 5 ans sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa précieuse Alexandra.
Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononçait le nom d'Alexandra, une amertume sous-jacente, comme si le mot lui-même avait un goût désagréable. « C'est tragique », dit Lucie, essayant de masquer son trouble. « Oui, n'est-ce pas ?» Béatrice la fixa encore un instant, puis reprit sa marche. « Venez maintenant, j'ai d'autres choses à faire que de ressasser le passé. » Lucie la suivit, mais son esprit tourbillonnait. Cette ressemblance ne pouvait pas être une coïncidence. La cicatrice, le grain de beauté, les traits du visage. Et les dates correspondaient. Alexandra avait disparu à l'âge exact où Lucie avait été retrouvée sans mémoire, tandis que Béatrice lui montrait sa chambre, une pièce modeste mais confortable, et lui expliquait ses tâches. Lucie n'écoutait que d'une oreille. Elle était déjà en train de planifier comment elle pourrait en apprendre davantage sur Alexandra Delacroix, sans éveiller les soupçons. « Vous commencez demain à 7 heures précises », conclut Béatrice. « Ne soyez pas en retard. Je serai ponctuelle. » « Madame », une fois seule, Lucie s'assit sur le bord du lit, tremblante. Toute sa vie, elle s'était demandé qui elle était, d'où elle venait. Et maintenant, un visage identique au sien la regardait depuis un cadre en argent. Ce soir-là, en déballant le peu d'affaires qu'elle avait apportées. Lucie prit une décision. Elle découvrirait la vérité sur Alexandra Delacroix, quoi qu'il lui en coûte. Et si ses soupçons s'avéraient fondés, elle devrait affronter une question encore plus vertigineuse. Qui avait voulu effacer son identité? Et pourquoi? En s'endormant dans cette chambre inconnue, Lucie eut l'étrange sensation d'être revenue chez elle, après un très long voyage, un voyage dont elle ne se souvenait pas, vers un foyer qu'elle ne reconnaissait pas encore. Dans ses rêves, un ballon rouge s'éleva vers le ciel. Emportant avec lui les derniers lambeaux de sa vie d'avant, le réveil sonna à 5h30. Lucie émergea d'un sommeil peuplé de fontaines et d'échos de rires d'enfants. Depuis des années, elle faisait ses rêves étranges. Mais cette nuit-là, ils avaient été plus vivaces que jamais. Un ballon rouge qui s'élevait dans le ciel, une main qui lâchait la sienne, et une voix, chaude et rassurante, qui murmurait « Papa sera toujours là pour te protéger », en s'habillant dans la lueur blafarde de l'aube. Lucie ne pouvait s'empêcher de repenser à cette photographie. Elle avait passé une partie de la nuit à faire des recherches sur son téléphone. Mais les informations sur la disparition d'Alexandra Delacroix étaient rares. Juste quelques vieux articles de journaux mentionnant l'enlèvement d'une fillette de bonne famille et les recherches infructueuses. À cette heure précise, elle se présenta dans la cuisine, où la gouvernante lui servit un café. « Je suis Marie », se présenta la femme, la soixantaine bien entamée, les yeux doux et le sourire bienveillant. « Je travaille ici depuis plus de 30 ans. » « Lucie Morel, enchantée. » Marie l'observa avec un regard étrangement attentif, comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits. « Madame est déjà dans son bureau. Elle veut que vous l'emmeniez en ville pour ses rendez-vous. » La journée passa rapidement. Lucie conduisit Béatrice d'un rendez-vous à l'autre, attendant patiemment dans la voiture, observant sa nouvelle patronne à travers le rétroviseur. Cette femme dégageait une aura glaciale, qui mettait Lucie mal à l'aise. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être fascinée. À 17h, de retour au manoir, Béatrice lui annonça « Mon beau-fils Richard arrive par le train de 19h. Allez le chercher à la gare. » Lucie hocha la tête et se dirigea vers le garage. C'était l'occasion qu'elle attendait. Seule dans le manoir, elle pourrait chercher plus d'informations sur Alexandra. Mais avant de partir, elle passa devant le bureau de Béatrice et entendit une conversation téléphonique. « C'est le moment d'agir, maître Fournier, » disait Béatrice. « Cela fait 5 ans que mon mari est mort et 24 ans qu'Alexandra a disparu. Il est temps de la déclarer légalement décédée. » Lucie se figea, l'oreille collée à la porte. « Je sais que Richard hérite de tout, mais il comprendra que c'est pour le mieux. L'incertitude a assez duré. » Lucie s'éloigna rapidement, l'esprit en ébullition. Béatrice voulait faire déclarer Alexandra morte. Était-ce simplement pour clore un chapitre douloureux, ou y avait-il autre chose? Une motivation financière? Sur le chemin de la gare, Lucie fit un détour par la bibliothèque municipale. Elle avait 20 minutes avant l'arrivée du train. Juste assez pour consulter les archives locales, elle trouva rapidement ce qu'elle cherchait. Un petit article daté du 12 octobre 1999, disparition inquiétante au parc Montfleury. La petite Alexandra Delacroix, 8 ans, a disparu hier après-midi lors d'une promenade au parc Montfleury à Annecy. L'enfant était accompagné de sa belle-mère, Béatrice Delacroix, qu'il a perdue de vue pendant quelques minutes,
Malgré d'intenses recherches, l'enfant reste introuvable. La police n'exclut aucune piste. Lucie sentit son cœur s'accélérer. Le 12 octobre 1999. Sur sa fiche d'admission à l'orphelinat, on pouvait lire « 15 octobre 1999, origine, inconnu. 3 jours séparés à ces deux dates. Le train de Richard Delacroix arriva à l'heure. Lucie repéra facilement l'homme qui descendait sur le quai. Grand, élégant, la quarantaine, des traits qui rappelaient ceux du père sur la photographie. Il avait les mêmes yeux verts qu'Alexandra. Monsieur Delacroix, je suis Lucie Morel, votre nouvelle chauffeur. Richard la jaugea d'un regard neutre, ni hostile, ni particulièrement chaleureux. Enchantée, allons-y, j'ai eu une journée épuisante. Dans la voiture, Lucie observait son passager à la dérobée. Cet homme était peut-être le demi-frère d'Alexandra, son demi-frère à elle. Si ses soupçons étaient fondés, « Vous travaillez pour ma belle-mère depuis longtemps ?» demanda-t-il soudainement. « C'est mon premier jour, en fait. » Ah, il eut un sourire ironique. « Bonne chance, alors. Béatrice n'est pas réputée pour sa patience avec le personnel. » Lucie hésita, puis se lança. « J'ai remarqué une photographie dans l'entrée. Une petite fille avec un ballon rouge. » Le visage de Richard se ferma instantanément. « Ma demi-sœur, Alexandra. Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Vous ne pouvez pas être désolée pour quelque chose que vous ne connaissez pas, » répondit-il sèchement. Un silence pesant s'installa. Lucie se mordit la lèvre, regrettant d'avoir abordé le sujet. Cette nuit-là, après avoir déposé Richard et s'être assurée que tout le monde dormait, Lucie se glissa hors de sa chambre. Le manoir était plongé dans l'obscurité. Mais elle avait mémorisé la disposition des lieux. Elle se dirigea vers la bibliothèque. Elle cherchait des albums de famille, des journaux intimes, n'importe quoi qui pourrait lui en apprendre davantage sur Alexandra. Après 1 heure de recherche, elle trouva un épais album relié de cuir, caché derrière d'autres livres, les mains tremblantes. Elle l'ouvrit. C'était bien un album de famille, page après page, des photos d'un homme, Ernest Delacroix, et d'une petite fille qui grandissait sous ses yeux. Alexandra, Lucie sentit un vertige la saisir. C'était comme se regarder dans un miroir temporel. Même sourire, mêmes expressions, même posture. Ce n'était pas une vague ressemblance. C'était une identité parfaite. Sur l'une des photos, Alexandra, âgée d'environ 6 ans, portait une robe bleue à pois blancs. Lucie se figea. Elle avait rêvé de cette robe des dizaines de fois, sans jamais comprendre pourquoi. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La voix de Béatrice la fit sursauter. Sa patronne se tenait dans l'encadrement de la porte. En robe de chambre de soie, son visage un masque de colère froide. « Je n'arrivais pas à dormir. » balbutia Lucie, refermant précipitamment l'album. « Alors vous décidez de fouiller dans mes affaires. Je cherchais juste un livre à lire. » Béatrice s'approcha, arrachant l'album des mains de Lucie. « Ces souvenirs appartiennent au passé, mademoiselle Morel. Un passé qui ne vous concerne en rien. Je suis désolée, madame. Cela n'arrivera plus. » Béatrice la fixa longuement, ses yeux scrutant chaque détail du visage de Lucie. Un éclair de quelque chose, reconnaissance, peur, traversa son regard, si rapidement que Lucie crut l'avoir imaginé. « Cette enfant est morte, mademoiselle Morel, » dit finalement Béatrice. « Ne vous mêlez pas d'histoires qui ne vous concernent pas. » Lucie soutint son regard. « Et si elle n'était pas morte ?» Un silence lourd s'installa entre elles. Puis Béatrice sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si elle n'était pas morte, mademoiselle Morel, elle serait l'héritière de tout ceci. Elle fit un geste englobant le manoir. Et croyez-moi, je ne permettrai à personne de me prendre ce qui me revient de droit. Ces mots résonnèrent comme une menace à peine voilée. Béatrice lui fit signe de partir. Allez vous coucher, et que je ne vous reprenne plus à fouiner. La prochaine fois, vous pourriez perdre plus que votre emploi. De retour dans sa chambre, Lucie s'assit sur son lit, le cœur battant la chamade. Cette confrontation n'avait fait que renforcer ses soupçons. Béatrice cachait quelque chose. Cette nuit-là, Lucie rêva d'une femme qui se penchait sur elle, un sourire cruel aux lèvres, lui faisant boire un liquide au goût amer, et d'un homme qui criait son nom, pas Lucie, mais Alexandra, tandis qu'elle s'éloignait, impuissante, un ballon rouge s'élevant dans le ciel comme une goutte de sang. Les jours suivants, Lucie redoubla de prudence. L'avertissement de Béatrice résonnait encore dans son esprit. Mais loin de la décourager, il n'avait fait qu'attiser sa détermination. Si ses soupçons étaient fondés,
Elle ne se battait pas seulement pour découvrir la vérité, mais pour récupérer son identité volée. Chaque matin, elle accomplissait ses tâches avec une diligence irréprochable. Béatrice semblait avoir oublié l'incident de la bibliothèque, ou du moins feignait-elle l'indifférence. Mais Lucie sentait son regard perçant la suivre chaque fois qu'elle se trouvait dans la même pièce. Richard, quant à lui, restait une énigme. Distant mais courtois, il passait la plupart de son temps enfermé dans le bureau qui avait appartenu à son père, travaillant sur des dossiers qu'il gardait jalousement, un mardi matin, alors qu'elle devait conduire Richard à un rendez-vous d'affaires. Lucie se retrouva seule avec lui dans la voiture. « Vous semblez préoccupée, mademoiselle Morel », remarqua-t-il soudain, brisant le silence qui s'était installé. Lucie hésita. « Je réfléchissais à quelque chose qui m'intrigue, à savoir, pourquoi Madame Delacroix tient tant à faire déclarer sa belle-fille décédée maintenant? Après toutes ces années, Richard se raidit visiblement. Comment êtes-vous au courant de cela? Lucie se mordit la lèvre, consciente d'avoir commis un impair. J'ai surpris une conversation, involontairement. Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, Richard soupira. C'est une question d'héritage. Mon père a laissé sa fortune en fidéicommis. Tant qu'Alexandra n'est pas officiellement déclarée morte, la moitié de l'empire de la Croix lui appartient. Béatrice n'en a que l'usufruit. Et l'autre moitié, elle me revient. Son regard se perdit par la fenêtre. Mais pour accéder pleinement à mon héritage, je dois également attendre que le statut d'Alexandra soit clarifié. Lucie digéra cette information. La motivation financière était donc bien réelle. « Et vous êtes d'accord avec cette démarche ?» Richard se tourna vers elle, les yeux assombris. « Ce n'est pas une question d'accord, mademoiselle Morel. Ma sœur a disparu il y a 24 ans. Les chances qu'elle soit en vie sont... » « Mais si elle l'était, » l'interrompit Lucie. « Si, par un miracle. Alexandra était quelque part, vivante. » Le regard de Richard se fit perçant. « Pourquoi cette obsession pour Alexandra? Vous n'êtes pas la première à vouloir rouvrir cette plaie. Vous savez, après sa disparition, des dizaines de charlatans ont prétendu détenir des informations juste pour soutirer de l'argent à mon père. Je ne cherche pas d'argent, » se défendit Lucie. « Alors que cherchez-vous exactement ?» La question resta sans réponse. Ils étaient arrivés à destination. Ce soir-là, après avoir accompagné Richard, Lucie profita de l'absence de Béatrice, partie à un gala de charité, pour explorer davantage la maison. Elle se dirigea vers le bureau d'Ernest Delacroix, où Richard passait tant de temps. La pièce était verrouillée, mais Marie lui avait montré où étaient gardées les doubles des clés. Après s'être assurée que Richard était monté se coucher, Lucie ouvrit discrètement la porte. Le bureau était une pièce majestueuse, avec des murs tapissés de livres et un imposant bureau en chêne. Les yeux de Lucie furent immédiatement attirés par un petit coffre-fort dissimulé derrière un tableau, frustrée de ne pouvoir l'ouvrir. Elle se rabattit sur les tiroirs du bureau. Le troisième était verrouillé, mais cédait légèrement sous la pression. Avec un trombone trouvé dans un pot à crayon, elle parvint à forcer la serrure rudimentaire. À l'intérieur se trouvait un carnet relié de cuir, usé par les années. Le journal intime d'Ernest Delacroix, les mains tremblantes, Lucie commença à le feuilleter. Les premières pages décrivaient la vie quotidienne d'un homme d'affaires accompli. Mais bientôt, les entrées prirent un tour plus personnel. 5 septembre 1999. Alexandra a eu 8 ans aujourd'hui. Elle grandit si vite. Son rire illumine cette maison que Béatrice s'efforce de rendre si froide. Je ne regrette qu'une chose, que sa mère ne soit pas là pour la voir devenir cette petite fille extraordinaire. 20 septembre 1999. Béatrice insiste pour emmener Alexandra en vacances à Annecy. Je suis réticent. Quelque chose dans son attitude ces derniers temps me met mal à l'aise. Elle semble calculatrice. Je devrais peut-être annuler ce voyage. 10 octobre 1999. Je pars demain pour Londres. Une affaire urgente que je ne peux reporter. Béatrice et Alexandra iront à Annecy comme prévu. J'ai un mauvais pressentiment, mais je me fais sans doute des idées. À 13 octobre 1999, ma fille a disparu. Mon monde s'est écroulé. La police fouille le parc, mais sans résultat. Béatrice dit qu'elle n'a détourné les yeux que quelques secondes. Je ne devrais pas la blâmer, mais quelque chose dans son récit ne colle pas. Son chagrin semble étudié. Le cœur de Lucie battait la chamade. Les entrées suivantes détaillaient la descente aux enfers d'un père dévasté, les recherches infructueuses, les fausses pistes, la dépression croissante. 15 mars 2000. 6 mois et toujours rien.
La police parle de classer l'affaire. Je ne peux pas abandonner. J'ai engagé un nouveau détective aujourd'hui. Béatrice était furieuse. Encore des dépenses inutiles, selon elle. Comment peut-elle être si froide quand il s'agit d'Alexandra ? 7 juin 2000. Le détective a découvert quelque chose de troublant. Avant la disparition d'Alexandra, Béatrice aurait consulté un spécialiste des drogues amnésiantes. Pure coïncidence, m'assure-t-elle. Elle préparait un article pour une revue médicale. Je veux la croire. Mais Lucie faillit laisser tomber le journal. Des drogues amnésiantes. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Si Alexandra avait été droguée pour lui faire oublier qui elle était, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Rapidement, elle remit le journal à sa place, referma le tiroir et se glissa hors du bureau. Elle tomba nez à nez avec Richard. « Que faisiez-vous dans le bureau de mon père » demanda-t-il le visage fermé. « Je cherchais un livre que Madame Delacroix m'a demandé » mentit-elle maladroitement. « À minuit. » Richard la dévisageait avec suspicion. « Vous mentez très mal, mademoiselle Morel. » Acculée, Lucie prit une décision impulsive. « Je cherchais des informations sur Alexandra. » Encore elle. Richard semblait exaspéré. « Pourquoi cette obsession ?» Lucie inspira profondément. « Parce que je pense que je suis Alexandra. » Un silence stupéfait accueillit sa déclaration. Puis Richard éclata d'un rire sans joie. « C'est la chose la plus absurde que j'ai entendue. Vous pensez vraiment que je vais croire ça ? Regardez-moi, monsieur Delacroix, » insista Lucie. « Regardez-moi vraiment, la cicatrice sur mon sourcil droit, le grain de beauté sous mon œil gauche. J'ai été retrouvée amnésique 3 jours après la disparition d'Alexandra. J'ai grandi dans un orphelinat sans aucun souvenir de mes premières années. Et maintenant, je fais des rêves, des souvenirs, d'un ballon rouge, d'une fontaine, d'une robe bleue à pois blancs. » Richard la fixait, son visage passant de l'incrédulité au doute. « Ce sont des coïncidences, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Et si ça ne l'était pas ? Lucie sortit de sa poche une photo qu'elle avait subtilisée de l'album, Alexandra à 8 ans, et la plaça à côté de son visage. « Dites-moi que vous ne voyez pas la ressemblance. » Richard resta muet, scrutant alternativement la photo et le visage de Lucie. « C'est impossible, » dit-il finalement. « Si c'était vrai, cela signifierait que Béatrice a orchestré la disparition d'Alexandra, » termina Lucie. « Le journal de votre père évoque des soupçons à son égard. Il mentionne même des recherches sur des drogues amnésiantes. » Richard passa une main tremblante sur son visage. « C'est une accusation gravissime. Vous réalisez ce que vous insinuez. Je ne demande qu'une chose. Un test ADN, si je me trompe, je partirai, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. » Richard l'observa longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Très bien, » dit-il finalement. « Nous ferons ce test, mais si c'est une tentative d'escroquerie, je vous traînerai personnellement devant les tribunaux. » Lucie hocha la tête, soulagée et terrifiée à la fois. Elle venait de franchir un point de non-retour. Ce qu'elle ignorait, c'est que depuis l'ombre du corridor, Béatrice avait tout entendu, et pour la première fois depuis bien longtemps, la maîtresse des lieux sentait la peur lui nouer les entrailles. Le lendemain matin, Lucie se réveilla avec un sentiment étrange, mélange d'anxiété et d'espoir. La conversation avec Richard avait changé la donne. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle n'était plus seule dans sa quête. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine où Marie préparait déjà le petit déjeuner. La vieille gouvernante l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bien dormie, ma petite ?»« Pas vraiment, » avoua Lucie. Marie déposa une tasse de café devant elle. Les murs de cette maison gardent trop de secrets pour qu'on y dorme paisiblement. Quelque chose dans le ton de Marie attira l'attention de Lucie. « Vous étiez déjà là quand Alexandra a disparu, n'est-ce pas ?» Le visage de Marie s'assombrit. « J'étais sa nourrice depuis sa naissance. Cette petite était comme ma propre enfant. » Lucie hésita, puis se lança. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Marie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules, puis se pencha vers Lucie. La version officielle, c'est que Madame Béatrice a emmené la petite au parc et l'a perdue de vue pendant quelques minutes. Mais, elle s'interrompit, incertaine. Mais, insista doucement Lucie, Béatrice n'emmenait jamais Alexandra au parc. Elle détestait ses sorties. C'était toujours Monsieur Ernest ou moi qui y allions avec la petite. Cette sortie soudaine était étrange. Lucie sentit son cœur s'accélérer. « Avez-vous partagé vos doutes avec la police ?»« Bien sûr, mais Madame Béatrice a ses relations.
Ma déposition a été minimisée. Marie soupira. Après la disparition, j'ai été renvoyée. C'est seulement après la mort de Monsieur Ernest que Madame m'a rappelé. Je crois qu'elle voulait montrer sa magnanimité à l'entourage. Marie, dit lentement Lucie, si Alexandra réapparaissait aujourd'hui, la reconnaîtriez-vous? La vieille femme eut un sourire triste, comme si c'était ma propre fille. Lucie allait parler quand la porte de la cuisine s'ouvrit. Laissant apparaître Béatrice, « Marie, préparez-moi un thé », ordonna-t-elle sèchement avant de se tourner vers Lucie. « Quant à vous, Richard vous attend pour le conduire à Lyon. Ne le faites pas attendre. » Lucie hocha la tête et se leva. En passant près de Marie, elle murmura. « Nous reprendrons cette conversation. » Dans la voiture, Richard semblait préoccupé. Il fixait la route d'un air absent, perdu dans ses pensées. « J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. » Commença-t-il finalement. « C'est complètement fou. Mais pas impossible. » Il se tourna vers elle. « J'ai fait des recherches cette nuit. L'orphelinat où vous avez grandi se trouve à moins de 50 km d'Annecy. Et la date de votre arrivée là-bas, 3 jours après la disparition d'Alexandra, » compléta Lucie. « Exactement. » Richard soupira. « Il y a un laboratoire médico-légal à Lyon. J'ai un ami qui y travaille. Il peut effectuer un test ADN discret. » Lucie sentit l'espoir monter en elle. « Avez-vous quelque chose avec l'ADN de votre père ?»« Oui. J'ai gardé sa brosse à dents. Béatrice voulait tout jeter après son décès, mais j'ai conservé quelques objets personnels. Quand pouvons-nous faire ce test ? Aujourd'hui même. C'est la raison de notre visite à Lyon. » Le cœur de Lucie fit un bond. « Merci, » murmura-t-elle. Richard lui jeta un regard indéchiffrable. « Ne me remerciez pas encore. Si ce test confirme vos dires, cela signifie que ma belle-mère est responsable d'un crime odieux, une réalité à laquelle je ne suis pas sûre d'être prêt. Et si le test était négatif? Alors vous quitterez immédiatement la maison et nous n'en reparlerons jamais. » Lucie hocha la tête. C'était un marché équitable. Le laboratoire se trouvait dans un bâtiment moderne du centre de Lyon. L'ami de Richard, le docteur Laurent, les accueillit avec discrétion et professionnalisme. « C'est pour une affaire privée », expliqua Richard. « La plus grande confidentialité était requise. »« Bien entendu, » assura le médecin. « J'aurai besoin d'échantillons de votre salive. » Ajouta-t-il en tendant à Lucie un kit de prélèvement. « Combien de temps avant les résultats ?» demanda-t-elle après avoir complété le prélèvement. « Habituellement, plusieurs jours. Mais pour Richard, je peux le mettre en priorité, disons, demain soir. » Richard tendit au médecin un sac contenant la brosse à dents de son père. « Voici l'échantillon de référence. » Sur le chemin du retour, Lucie restait silencieuse, perdue dans ses pensées. Tout semblait irréel. 24 ans après avoir été dépouillée de son identité. La vérité était peut-être à portée de main. « À quoi pensez-vous » demanda finalement Richard. « À ce qui va se passer si je suis vraiment Alexandra. D'un point de vue légal, cela changerait tout. Vous seriez l'héritière légitime de la moitié de l'Empire de la Croix. » Lucie secoua la tête. « Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est savoir qui je suis, avoir enfin des réponses. » Richard la dévisagea, surpris. La plupart des gens seraient motivés par l'héritage. Je ne suis pas la plupart des gens. Un sourire fugace traversa le visage de Richard. Non, en effet. De retour au manoir, Marie les attendait dans le hall. Son visage trahissait son inquiétude. « Madame Béatrice est furieuse, » murmura-t-elle. « Elle a découvert votre excursion non autorisée à Lyon. » Richard fronça les sourcils. « Comment l'a-t-elle su ? Elle a ses espions partout, » répondit Marie. « Elle vous attend dans le petit salon. » Lucie et Richard échangèrent un regard tendu. « Restez ici, » ordonna-t-il à Lucie. « Je vais lui parler. » Mais Lucie secoua la tête. « Non, si je suis Alexandra, j'ai le droit de l'affronter. » Ensemble, ils entrèrent dans le petit salon où Béatrice les attendait, droite comme un i dans son tailleur impeccable. « Alors » dit-elle d'une voix glaciale. « On complote dans mon dos ?»« Personne ne complote, Béatrice » répondit calmement Richard. « Vraiment ?» Son regard passa de Richard à Lucie. « Ma nouvelle employée prétend être ma belle-fille disparue, et tu l'emmènes faire un test ADN sans m'en informer. J'appelle ça comploter. » Richard pâlit. « Comment sais-tu ? Tu crois vraiment que je ne surveille pas ce qui se passe dans ma propre maison ?» Béatrice eut un rire sans joie. « Cette femme est une arriviste, une opportuniste qui a flairé l'argent. Et toi,
Tu es assez naïf pour tomber dans son piège. » « Ce n'est pas un piège, » intervint Lucie. « J'ai vraiment des raisons de croire que je suis Alexandra. » Béatrice se tourna vers elle, le visage déformé par la colère. « Vous êtes virée, mademoiselle Morel. Quittez immédiatement cette maison. »« Non » dit fermement Richard. « Lucie reste jusqu'à ce que nous ayons les résultats du test. C'est ma maison. Non, c'est la maison de mon père. Et si Lucie est bien Alexandra, elle en est autant propriétaire que moi. » Les deux s'affrontèrent du regard. Finalement, Béatrice capitula. « Très bien, mais je te préviens, Richard, quand cette supercherie sera exposée, ne viens pas pleurer. » Elle quitta la pièce, laissant derrière elle un silence lourd. « Vous avez vu sa réaction ?» murmura Lucie. « Elle a peur. » Richard hocha lentement la tête. « Oui, et c'est ce qui m'inquiète le plus. » Béatrice ne recule devant rien quand elle se sent menacée. Cette nuit-là, Lucie verrouilla soigneusement la porte de sa chambre. Son instinct lui disait que le danger était plus proche que jamais. Assise sur son lit, elle sortit de sa poche une photo qu'elle avait subtilisée de l'album. Alexandra et Ernest devant la fontaine. La ressemblance était frappante, indéniable. « Je découvrirai la vérité », murmura-t-elle à la photo. « Je te le promets. » Dehors, l'orage grondait, comme un présage des tempêtes à venir. L'attente était insoutenable. Chaque minute semblait s'étirer en heures, tandis que Lucie guettait le coup de téléphone qui pourrait changer sa vie. Richard avait promis de l'informer dès que le docteur Laurent contacterait avec les résultats. Au petit déjeuner, la tension était palpable. Béatrice sirotait son thé en silence, son regard acéré suivant les moindres mouvements de Lucie. Richard, quant à lui, fixait son assiette sans y toucher. Perdu dans ses pensées, « J'ai une course à faire en ville ce matin », annonça Béatrice, rompant le silence pesant. « Lucie, vous m'accompagnerez. » Richard leva vivement la tête. Je pensais que Lucie était virée. Un sourire froid étira les lèvres de Béatrice. J'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute, jusqu'au résultat du test. Quelque chose dans son ton mit Lucie mal à l'aise. Pourquoi ce revirement soudain ? Je préférerais que Lucie reste avec moi aujourd'hui, intervint Richard. J'ai besoin d'elle pour des recherches dans les archives familiales. Le regard que Béatrice lui lança aurait pu glacer l'enfer. Comme tu voudras. Elle quitta la pièce, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et de menaces implicites. « Merci », murmura Lucie une fois Béatrice partie. « Ne me remerciez pas », répondit Richard en baissant la voix. « Je ne lui fais pas confiance. Pas après ce que j'ai découvert hier soir. » Il sortit de sa poche un dossier froissé. « J'ai continué à fouiller dans les affaires de mon père. J'ai trouvé ceci dans un compartiment secret de son bureau. » Lucie ouvrit le dossier. C'était un rapport de détective privé, daté de mars 2000, 6 mois après la disparition d'Alexandra. Le détective a découvert que Béatrice avait retiré une somme importante en liquide 1 semaine avant l'enlèvement, expliqua Richard. Et il a retrouvé la trace d'un ancien chauffeur qui travaillait pour nous à l'époque et qui a mystérieusement démissionné 3 jours après la disparition d'Alexandra. Le même jour où j'ai été trouvée près de l'hôpital, souffla Lucie. Richard hocha gravement la tête. Exactement. Le détective a tenté de retrouver cet homme, un certain Pascal Moreau, mais il s'était volatilisé. Votre père a-t-il confronté Béatrice avec ces informations ? Apparemment, oui. Richard tourna quelques pages. Selon le journal de mon père, Béatrice a nié toute implication et a menacé de le quitter s'il continuait à la soupçonner. Elle a joué la carte de l'épouse dévastée, injustement accusée dans son chagrin. Et il l'a crue. Il voulait la croire. Richard soupira. Mon père adorait Alexandra. Après sa disparition, il est devenu l'ombre de lui-même. Je pense qu'il n'a pas pu supporter l'idée que sa propre femme ait pu. Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Lucie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si Béatrice était capable de faire disparaître une enfant de 8 ans pour s'approprier une fortune, de quoi d'autre était-elle capable ? Nous devons être prudents, dit-elle. Si Béatrice se sent acculée, je sais. Richard se leva. Venez. Allons dans mon bureau. J'ai quelque chose à vous montrer. Dans le bureau d'Ernest Delacroix, désormais occupé par Richard, Lucie se sentit étrangement à l'aise, comme si les murs eux-mêmes la reconnaissaient. Richard ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière le tableau et en sortit une petite boîte en bois sculpté. « Ceci appartenait à Alexandra, » dit-il doucement. « Mon père l'a gardée toutes ces années, espérant un jour la lui rendre.
Lucie prit la boîte avec révérence. À l'intérieur se trouvait un médaillon en argent, finement ciselé. C'était un cadeau de notre mère, expliqua Richard. Elle est morte quand Alexandra avait 3 ans. Le médaillon contient sa photo. Lucie ouvrit le bijou avec des doigts tremblants. À l'intérieur, le visage délicat d'une femme aux yeux verts, les mêmes que ceux de Richard, les mêmes que les siens, lui souriait. Un flash de mémoire la traversa. Une femme qui lui chantait une berceuse, le parfum de lavande, une main douce qui caressait ses cheveux. « Je me souviens », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Pas clairement, mais j'ai des impressions, des sensations. Richard l'observait, son visage reflétant un mélange de doute et d'espoir. Alexandra portait ce médaillon le jour de sa disparition. La police ne l'a jamais retrouvé. Lucie ferma les yeux, essayant de capturer les fragments de souvenirs qui dansaient à la périphérie de sa conscience. Une chanson. Elle me chantait une chanson. Au clair de la lune, dit doucement Richard. C'était la préférée d'Alexandra. Lucie sentit son cœur manquer un battement. C'était exactement cette mélodie qui hantait ses rêves depuis toujours. Le téléphone de Richard sonna, les faisant tous deux sursauter. « Docteur Laurent !» annonça-t-il en regardant l'écran. Lucie retint son souffle tandis que Richard décrochait et mettait le téléphone en haut-parleur. « Bonjour Richard », dit la voix du médecin. « J'ai les résultats du test ADN que tu as demandé. »« Nous t'écoutons », répondit Richard, prenant inconsciemment la main de Lucie. « C'est remarquable, vraiment. » Le médecin semblait stupéfait. La compatibilité génétique entre l'échantillon de la brosse à dents et celui de la jeune femme est de 97%. Il n'y a absolument aucun doute. Il s'agit d'une relation père-fille. Le monde sembla s'arrêter autour de Lucie. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho lointain. Père-fille, 97%. Aucun doute. Elle était Alexandra Delacroix. Richard laissa échapper un son étranglé. À mi-chemin entre un rire et un sanglot. « Tu es sûr, Laurent, il n'y a aucune possibilité d'erreur. Absolument aucune. J'ai vérifié 3 fois. Cette jeune femme est indubitablement la fille biologique d'Ernest Delacroix. » Après avoir remercié le médecin et raccroché, Richard se tourna vers Lucie. « Non. Alexandra. » Ils se regardèrent en silence, assimilant la vérité qui venait d'être confirmée. « Ma sœur, » murmura finalement Richard, la voix brisée par l'émotion. « Alexandra, » car c'était bien elle maintenant, se jeta dans ses bras, laissant libre cours aux larmes qu'elle retenait depuis si longtemps, 24 ans de vide, d'incertitude, de questions sans réponse. « Je savais, » sanglota-t-elle. « Au fond de moi, je savais. » Ils restèrent ainsi enlacés, un frère et une sœur réunis par le destin après presque un quart de siècle de séparation. « Béatrice, » dit soudain Richard en se redressant. « Elle ne doit pas savoir que nous avons les résultats. Pas encore. » Alexandra acquiesça. Il devait être stratégique. Que faisons-nous maintenant? Nous rassemblons toutes les preuves, le rapport du détective, le journal de père, les recherches de Béatrice sur les drogues amnésiantes, le témoignage de Marie. Et Pascal Moreau? Richard réfléchit un instant. Je vais engager un nouveau détective pour le retrouver, s'il a aidé Béatrice. Il est la pièce manquante du puzzle. Un bruit dans le couloir les fit se figer. Des pas approchaient. « Béatrice » murmura Richard, rapidement. Il rangea le médaillon dans son coffre. À peine avait-il refermé le tableau que la porte s'ouvrait, révélant Béatrice. « Eh bien, vous semblez émue » remarqua-t-elle, son regard calculateur passant de l'un à l'autre. « De bonnes nouvelles, peut-être. »« Nous parlions de mon père » répondit Richard sans hésiter. Lucie s'intéresse à son travail philanthropique. Béatrice eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oh, comme c'est touchant, les résultats du test sont-ils arrivés ?»« Pas encore, » mentit Richard. « Laurent a dit demain, au plus tôt. »« Je vois. » Béatrice s'attarda un moment, comme si elle évaluait la véracité de leurs paroles. « Dîner à 7 heures. Ne soyez pas en retard. » Après son départ, Alexandra laissa échapper un souffle qu'elle ne se souvenait pas avoir retenu. « Elle se doute de quelque chose, » dit-elle. Richard hocha gravement la tête. « Sois prudente. Ne reste jamais seule avec elle. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Alexandra contemplait le plafond, incapable de dormir. Elle était Alexandra Delacroix. Elle avait une identité, un passé, une famille,
et une ennemie mortelle qui vivait sous le même toit, dans l'obscurité de sa chambre. Elle fit une promesse silencieuse. Béatrice paierait pour ce qu'elle avait fait, la vérité éclaterait au grand jour, et justice serait rendue. Pour la petite fille au ballon rouge qui avait été volé à sa vie, l'aube se levait à peine lorsqu'Alexandra ouvrit les yeux. Elle n'avait pratiquement pas dormi, son esprit tournant sans cesse autour de cette révélation bouleversante. Le test ADN ne laissait aucun doute, elle était Alexandra Delacroix, l'enfant disparu, l'héritière légitime. Sa main effleura le médaillon que Richard lui avait confié en secret la veille au soir. « Siam, garde-le » avait-il dit. « Il t'appartient. » Ce petit bijou en argent était désormais son talisman, le lien tangible avec son passé retrouvé. Un léger coup à sa porte la fit sursauter. Elle glissa précipitamment le médaillon sous son oreiller. Oui, Marie entra, portant un plateau avec du café et des croissants. « J'ai pensé que vous préféreriez prendre votre petit déjeuner ici, » dit la vieille gouvernante à voix basse. « Madame Béatrice est agitée ce matin. » Agitée comment? Elle a passé 1 heure au téléphone avec son avocat. Marie déposa le plateau sur la table de nuit, et elle a demandé à Laurent, le jardinier, de vérifier les freins de toutes les voitures. Alexandra sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Les freins ?» Marie hocha gravement la tête. « Soyez prudente. Petite, cette femme est dangereuse quand elle se sent menacée. » Une fois seule, Alexandra appela immédiatement Richard. « Béatrice fait vérifier les freins des voitures, » lui dit-elle sans préambule. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Reste dans ta chambre, je passe te prendre dans 10 minutes. » Un quart d'heure plus tard, ils étaient dans la voiture de Richard, roulant vers Lyon. « J'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, » expliqua-t-il. « Nous avons besoin d'établir légalement ton identité. Le test ADN est un début, mais il nous faut plus. Comme quoi? Des témoins qui pourraient t'identifier, Marie, par exemple, et peut-être d'anciens amis de la famille. Des preuves médicales aussi. Tu as une cicatrice sur le sourcil droit. Alexandra s'est blessée en tombant dans les escaliers à 6 ans. Les dossiers médicaux existent probablement encore. » Alexandra effleura instinctivement sa cicatrice. Un autre fragment de souvenir remonta à la surface, la sensation de chuter, la douleur vive. Puis les bras rassurants de son père qui la portait à l'hôpital. « Je commence à me souvenir », murmura-t-elle. « Pas tout, mais des bribes, comme des pièces d'un puzzle qui s'emboîtent lentement. » Richard lui jeta un regard ému. « C'est normal. Le cerveau protège contre les traumatismes en bloquant certains souvenirs, mais ils sont toujours là, quelque part. » L'avocat, Maître Dubois, les reçut dans son cabinet feutré du centre de Lyon. C'était un homme d'une 50aine d'années au regard vif et au sourire bienveillant. « Une affaire fascinante », commenta-t-il après avoir écouté leur récit. « Complexe, mais pas sans précédent. »« Quelles sont nos chances ?» demanda Richard. « Avec le test ADN, déjà substantiel, mais il faudra plus pour convaincre un juge, des témoins, des preuves circonstancielles. Et surtout, il se tourna vers Alexandra. Il faudra prouver l'implication criminelle de Madame Delacroix. Sans cela, la défense pourrait simplement arguer qu'Alexandra a été retrouvée et placée en orphelinat par des tiers inconnus. Le journal intime de mon père mentionne ses soupçons, intervint Richard. Utile, mais insuffisant. Il nous faudrait le témoignage du chauffeur, Pascal Moreau, compléta Alexandra. Exactement. S'il a participé à l'enlèvement et peut témoigner que Béatrice en était l'instigatrice. Notre dossier devient inattaquable. Richard sortit son téléphone. J'ai déjà engagé un détective pour le retrouver. Maître Dubois hocha la tête avec approbation. Bien, en attendant, je vais lancer la procédure pour établir l'identité légale d'Alexandra. Cela prendra du temps. Mais avec le test ADN comme pièce maîtresse, nous avons un solide point de départ. De retour au manoir, ils furent accueillis par Marie, le visage blême. « Béatrice est furieuse, » chuchota-t-elle. « Elle sait que vous êtes allé voir un avocat. » « Comment pourrait-elle le savoir ?» s'étonna Richard. « Son chauffeur vous a suivi. » Alexandra et Richard échangèrent un regard alarmé. Béatrice était plus vigilante qu'il ne le pensait. « Où est-elle maintenant ?» demanda Alexandra. « Dans son bureau, avec son avocat. » Ils se dirigèrent discrètement vers les escaliers, mais la voix glaciale de Béatrice les arrêta net. « Richard, un instant, je te prie. » Béatrice se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau, accompagnée d'un homme en costume sombre, son avocat.
Manifestement, nous devons parler, dit-elle d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Richard se tourna vers Alexandra. Monte dans ta chambre. Je te rejoins plus tard. À contre-cœur, Alexandra obéit, mais au lieu d'aller dans sa chambre, elle se faufila dans le couloir adjacent au bureau de Béatrice. De là, elle pouvait entendre la conversation sans être vue. « Tu me déçois profondément, Richard », disait Béatrice. « Conspirer avec cette impostrice. Ce n'est pas une impostrice, Béatrice. Le test ADN est formel. » Un silence glacial suivit cette révélation. « Et quel test ADN ?» La voix de Béatrice avait perdu son assurance habituelle. « Celui que nous avons fait hier, Lucie est Alexandra, ma sœur, ta belle-fille. L'enfant que tu as fait disparaître il y a 24 ans. C'est absurde !» s'écria Béatrice. Mais sa voix tremblait légèrement. « Je n'ai jamais... Nous avons des preuves, Béatrice, le journal de mon père, qui mentionne tes recherches sur les drogues amnésiantes, les rapports du détective qui a retrouvé la trace des retraits d'argent que tu as effectués avant la disparition d'Alexandra. Calomnie !» La voix de Béatrice montait dangereusement. « Cette femme t'a manipulé. » L'avocat intervint, sa voix calme et professionnelle. « Monsieur Delacroix, ces accusations sont extrêmement graves, sans preuves concrètes. Nous retrouverons Pascal Moreau. » Coupa Richard. « Ton complice, l'homme que tu as payé pour enlever Alexandra et l'abandonner loin d'ici, après l'avoir droguée pour qu'elle oublie qui elle était ?» Un bruit sec, comme une gifle, suivit ces paroles. « Comment oses-tu » siffla Béatrice. « Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. »« Tu n'as rien fait pour cette famille », répliqua Richard d'une voix vibrante de colère. « Tu as détruit la vie de ma sœur. Tu as brisé mon père. Tout ça pourquoi? L'argent, le pouvoir. Tu ne comprends rien. » Le ton de Béatrice était désormais désespéré. « Ton père ne voyait qu'elle. Alexandra par-ci, Alexandra par-là. Sa précieuse héritière. J'étais quoi, moi? Une figurante dans sa vie. » Alexandra plaqua une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Venait-elle d'entendre un aveu? « Alors tu l'avoues ?» La voix de Richard était glaciale. Un long silence suivit, puis la voix de l'avocat, pressante. « Madame Delacroix, je vous conseille de ne rien dire de plus. »« Sors d'ici », ordonna finalement Béatrice. « Sors d'ici avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Alexandra n'attendit pas d'entendre la suite. Elle se précipita dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle avait pratiquement entendu Béatrice avouer son crime. Quelques minutes plus tard, Richard la rejoignit, le visage sombre. « Tu as tout entendu ?» Elle hocha la tête. Elle l'a presque avoué. Presque n'est pas suffisant en justice. Richard passa une main fatiguée sur son visage. Mais au moins, nous savons maintenant, il n'y a plus de doute possible. Que fait-on maintenant? On accélère les recherches pour retrouver Pascal Moreau. Et on reste sur nos gardes. Béatrice est acculée, ce qui la rend plus dangereuse que jamais. Comme pour confirmer ses paroles. Son téléphone sonna. C'était le détective qui l'avait engagé. « Monsieur Delacroix, j'ai retrouvé la trace de Pascal Moreau. Il vit sous un nom d'emprunt à Marseille. » Richard échangea un regard avec sa sœur. « Pouvez-vous l'approcher, lui parler ?»« On l'a déjà fait. Il est nerveux, mais prêt à parler, moyennant certaines garanties. » « Quelle garantie ?»« L'immunité judiciaire. Il craint d'être poursuivi pour complicité d'enlèvement. » Richard réfléchit un instant. « Dites-lui qu'on s'en occupera. L'essentiel est ce qu'il témoigne contre Béatrice. » Après avoir raccroché, Richard se tourna vers Alexandra, un sourire victorieux aux lèvres. « On le tient. Avec son témoignage, Béatrice est finie. » Pour la première fois depuis des jours, Alexandra sentit l'espoir l'envahir pleinement. La vérité allait enfin éclater au grand jour. Justice serait rendue. Elle ne savait pas encore que Béatrice Delacroix n'avait pas dit son dernier mot. La nuit tomba sur le manoir Delacroix, enveloppant la demeure ancestrale dans un manteau d'obscurité. Alexandra ne parvenait pas à trouver le sommeil. Chaque craquement, chaque ombre la faisait sursauter. Béatrice était acculée. Une femme dangereuse aux abois. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de Richard. Détective arrivé à Marseille. Rencontre avec Moreau demain matin. Une vague d'espoir la submergea. Bientôt, l'homme qui avait participé à son enlèvement témoignerait. La vérité éclaterait enfin au grand jour. Le lendemain matin, elle retrouva Richard dans la cuisine. Marie leur servit le café en silence. Mais son visage trahissait son inquiétude. « Béatrice est partie tôt ce matin », chuchota la gouvernante. « En voiture, avec son avocat. Elle semblait... »
déterminée. Richard et Alexandra échangèrent un regard préoccupé. « Où allait-elle » demanda Richard. « Je ne sais pas, mais elle a emporté une valise. » Richard sortit précipitamment son téléphone et composa un numéro. « Laurent, c'est Richard Delacroix. Ma belle-mère a-t-elle contacté le laboratoire récemment ?» Son visage s'assombrit en écoutant la réponse. « Je vois. Merci de m'avoir prévenu. » Il raccrocha, l'air grave. « Béatrice a appelé Laurent hier soir. Elle a tenté de le soudoyer pour qu'il modifie les résultats du test ADN. Heureusement, il a refusé. Elle devient désespérée, » murmura Alexandra. « Ce qui la rend encore plus dangereuse. » Richard se leva. « Je vais appeler le détective pour le prévenir. Si Béatrice devine que nous avons retrouvé Moreau, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous deux ce dont Béatrice était capable. » Pendant que Richard téléphonait, Alexandra décida d'explorer le bureau de Béatrice. Avec son départ précipité, c'était peut-être sa seule chance de découvrir ce que sa belle-mère complotait. Le bureau était impeccablement rangé, reflétant la personnalité méthodique de sa propriétaire. Alexandra examina soigneusement chaque tiroir, chaque dossier, mais ne trouva rien d'incriminant. Béatrice était trop prudente pour laisser traîner des preuves compromettantes. Elle allait abandonner quand son regard tomba sur la corbeille à papier. Parmi les déchets ordinaires se trouvait un reçu froissé. Alexandra le déplia. C'était une réservation pour un vol à destination de Marseille, au nom de Bernard Fournier, l'avocat de Béatrice. Son sang se glaça. « Richard !» appela-t-elle, se précipitant hors du bureau. Elle le trouva dans le hall, le visage blême, son téléphone toujours à la main. « Le détective ne répond pas », dit-il d'une voix blanche. « Béatrice est allée à Marseille », annonça Alexandra, lui tendant le reçu. « Avec son avocat. » Mon Dieu. Richard composa frénétiquement un autre numéro. « Maître Dubois, c'est Richard Delacroix. Nous avons une urgence. » Après une brève explication, il raccrocha. « Notre avocat va contacter immédiatement la police de Marseille, mais il sera peut-être trop tard. » compléta Alexandra, la gorge serrée. Ils passèrent les heures suivantes dans une attente insoutenable, tentant désespérément de joindre le détective. En vain, vers midi, le téléphone de Richard sonna enfin. Il décrocha précipitamment et mit le haut-parleur. « Monsieur Delacroix », c'était la voix du détective, tendue mais bien vivante. « Dieu merci », s'exclama Richard. « Nous avons essayé de vous joindre toute la matinée. »« J'ai eu une visite surprise », expliqua le détective. « Une femme élégante accompagnée d'un homme en costume. Ils se sont présentés comme des représentants de la famille Delacroix. »« Béatrice », souffla Alexandra. « Il cherchait Moreau », poursuivit le détective. « Heureusement, j'avais anticipé quelque chose comme ça, et je l'avais déjà déplacé dans un endroit sûr. » Richard et Alexandra échangèrent un regard soulagé. « Où est-il maintenant ?» demanda Richard. « Dans un hôtel à l'extérieur de la ville, sous protection. Il est prêt à parler, monsieur Delacroix. Et ce qu'il a à dire, c'est explosif. » Le détective leur raconta alors ce que Pascal Moreau lui avait confié. Ancien chauffeur des Delacroix, il avait été approché par Béatrice 3 semaines avant la disparition d'Alexandra. Elle lui avait offert une somme considérable pour l'aider à éloigner la fillette. Au début, il croyait qu'il s'agissait juste de l'emmener quelques jours. « Peut-être pour faire pression sur votre père dans une querelle conjugale », expliqua le détective. Mais quand il a compris que Béatrice avait des projets plus sinistres, faire disparaître définitivement l'enfant, il a paniqué. « Qu'a-t-il fait alors ?» demanda Alexandra, le cœur battant. Il a suivi le plan initial, emmener l'enfant drogué loin d'Annecy, mais au lieu de l'éliminer, comme Béatrice le voulait apparemment, il l'a déposée près d'un hôpital de province, espérant qu'on prendrait soin d'elle. Alexandra sentit un frisson lui parcourir l'échine. Béatrice n'avait pas seulement voulu la faire disparaître, elle avait voulu la faire tuer. C'était uniquement grâce à la conscience tardive de Pascal Moreau qu'elle était encore en vie. « Il est prêt à témoigner ?» demanda Richard d'une voix étranglée. « Oui, à condition d'obtenir l'immunité. Il a conservé des preuves, notamment un enregistrement d'une conversation où Béatrice lui donnait ses instructions. Il l'avait gardé comme assurance. » Richard et Alexandra échangèrent un regard victorieux. Avec un tel témoignage, Béatrice serait enfin démasquée. « Amenez-le à Lyon dès que possible », ordonna Richard. « Nous contacterons le procureur. » Après avoir raccroché, ils restèrent silencieux un moment, assimilant ces révélations bouleversantes. « Elle voulait me tuer »,
murmura finalement Alexandra. Pas seulement me faire disparaître, me tuer. Richard lui prit la main, incapable de trouver les mots pour apaiser une telle horreur. C'est à ce moment que Marie fit irruption dans la pièce, le visage décomposé. « Venez vite !» s'exclama-t-elle. « J'ai trouvé quelque chose, dans la chambre de Madame Béatrice. » Ils la suivirent jusqu'à la suite somptueuse qui servait de chambre à la maîtresse des lieux. Marie les conduisit vers une commode, dont elle tira un tiroir secret. « J'ai toujours su qu'elle cachait quelque chose ici, » expliqua la gouvernante. « Je l'ai surprise plusieurs fois à manipuler ce meuble. » Dans le compartiment dissimulé se trouvaient plusieurs documents, des papiers bancaires, des passeports, dont certains sous des noms différents, et un dossier épais marqué « Testament ED ». Richard ouvrit ce dernier et parcourut rapidement son contenu. Son visage passa de la concentration à la stupeur, puis à la colère. « C'est une copie du testament de mon père », dit-il d'une voix blanche. « Mais il est différent de celui qui a été lu après son décès. » Alexandra se pencha pour lire par-dessus son épaule. Le testament stipulait clairement que, en cas de disparition prolongée d'Alexandra, sa part d'héritage devait être placée dans une fondation à son nom et non remise à Béatrice. Elle a falsifié le testament, souffla Richard. Le notaire qui l'a lu, c'était un ami de Béatrice. Elle a dû le soudoyer. Marie secoua la tête, horrifiée. Cette femme ne recule devant rien. Ils continuèrent à fouiller et découvrirent un autre document révélateur, des relevés bancaires montrant d'importants transferts vers des comptes offshore. Effectués dans les semaines suivant le décès d'Ernest Delacroix, elle pille l'entreprise depuis des années, constata Richard avec amertume, détournant l'argent qui aurait dû revenir à la fondation. Et à toi? Alexandra examina les montants, stupéfaite. Mais c'est des millions d'euros, et ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. Richard rassembla soigneusement les documents. Ces preuves, ajoutées aux témoignages de Moreau, vont l'envoyer directement en prison. Un bruit de moteur les alerta. Par la fenêtre, ils aperçurent la voiture de Béatrice qui remontait l'allée. « Elle est revenue », murmura Alexandra. Richard se redressa, déterminé. « Parfait. Il est temps d'en finir. » Ils descendirent dans le hall, juste au moment où Béatrice franchissait la porte d'entrée. Elle se figea en les voyant, son regard passant de l'un à l'autre, puis au document que Richard tenait à la main. Pendant un instant, son masque de froideur se fissura, révélant une panique nue. « Qu'avez-vous fait » siffla-t-elle. « Nous avons découvert la vérité. » « Béatrice, » répondit calmement Richard, « toute la vérité, sur Alexandra, sur le testament falsifié, sur les détournements de fonds. Pascal Moreau a tout avoué. » Le visage de Béatrice devint livide. « Moreau est un menteur, un alcoolique instable. Personne ne croira ses élucubrations. »« Mais on croira les preuves, » intervint Alexandra, avançant d'un pas. « Les enregistrements qu'il a conservés, les documents que nous avons trouvés, le test ADN, c'est fini, Béatrice. » Un rire étrangement calme échappa à Béatrice. « Vous pensez avoir gagné ?» Elle secoua la tête. « Pauvre naïf, vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. » D'un geste vif, elle sortit quelque chose de son sac, un petit pistolet qu'elle pointa vers Alexandra. « J'aurais dû finir le travail moi-même il y a 24 ans, » dit-elle d'une voix glaciale. « Je ne ferai pas 2 fois la même erreur. » Le temps sembla se figer dans le hall du manoir de la Croix. Le petit pistolet dans la main de Béatrice luisait faiblement sous la lumière du lustre, pointé droit sur Alexandra. Richard s'était instinctivement placé devant sa sœur, tandis que Marie, horrifiée, restait pétrifiée près de l'escalier. « Béatrice, baissez cette arme !» ordonna Richard d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui trahissait sa peur. « Vous ne ferez qu'aggraver votre situation. » Un sourire dénué de chaleur étira les lèvres de Béatrice. « Ma situation, elle ne pourrait guère être pire, n'est-ce pas ? Prison à perpétuité pour enlèvement, tentative de meurtre, falsification de documents, détournement de fonds. » Elle eut un petit rire sec. « Autant ajouter un meurtre à la liste, ou 2. » Alexandra sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette femme n'avait plus rien à perdre. Elle était réellement prête à tuer pour échapper à la justice. « Vous n'avez pas réfléchi ?» dit-elle doucement. Cherchant à gagner du temps, les voisins entendront le coup de feu. La police arrivera en quelques minutes. La propriété la plus proche est à 2 kilomètres, répliqua Béatrice. Et cette petite merveille est équipée d'un silencieux. Elle tapota affectueusement le canon du pistolet. Un cadeau d'un ancien, ami,
Son regard se durcit. Maintenant, reculez, tous les deux, contre le mur. Lentement, Richard et Alexandra obtempérèrent. Alexandra cherchait frénétiquement une issue. Le téléphone de Richard était dans la poche de sa veste, inaccessible sans mouvement brusque. Marie semblait paralysée par la peur. Quant à l'arme de Béatrice, elle paraissait bien trop réelle pour risquer un geste héroïque. « Béatrice » tenta à nouveau Richard. « Réfléchissez, si vous nous tuez, vous ne pourrez jamais justifier notre disparition. La police enquêtera. »« Oh, mais j'y ai pensé » répondit-elle avec un calme glaçant. Un tragique accident de voiture, le frère et la sœur, enfin réunis, partant pour une excursion nostalgique, un virage manqué, une falaise. Elle haussa les épaules. Les accidents arrivent. Alexandra réalisa avec horreur que Béatrice avait tout prévu. Ce n'était pas un acte désespéré, mais un plan calculé. « Et Marie ?» demanda-t-elle. « Elle sait tout. Vous comptez la tuer aussi. » Le regard de Béatrice se tourna brièvement vers la gouvernante. Marie prendra sa retraite dans un endroit très isolé. Marie sembla sortir de sa torpeur. « Vous ne vous en tirerez pas, madame, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « J'ai appelé la police. » Le visage de Béatrice se décomposa. « Vous mentez. »« Man, vérifiez par vous-même, » rétorqua Marie. « Il devrait arriver d'une minute à l'autre. » Béatrice hésita, son regard passant de Marie à la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir surgir des voitures de police. Ce moment d'inattention fut tout ce dont Richard avait besoin. D'un bond, il se jeta sur elle. Un coup de feu retentit, assourdissant malgré le silencieux. Richard poussa un cri de douleur et s'effondra, tenant son épaule d'où le sang commençait à couler. « Richard !» hurla Alexandra, se précipitant vers lui. « Ne bougez plus !» ordonna Béatrice, le visage déformé par la colère. « Le prochain sera pour la tête. » Alexandra s'immobilisa, déchirée entre la peur et la fureur. Elle regarda son frère, étendu sur le sol, serrant les dents pour ne pas gémir. La blessure semblait superficielle, mais le sang continuait de s'écouler. « Vous n'êtes qu'un monstre !» siffla-t-elle à l'adresse de Béatrice. « Vous avez détruit ma vie une fois. Je ne vous laisserai pas recommencer. » Quelque chose dans le ton d'Alexandra fit hésiter Béatrice. Pendant un bref instant, une lueur d'incertitude traversa son regard, puis elle se ressaisit. Touchant, la petite orpheline a retrouvé sa voix. Elle fit un geste avec son arme. « Levez-vous, tous les deux. Nous allons faire une petite promenade. »« Richard est blessé, » protesta Alexandra. « Il a besoin de soins. »« Ce n'est qu'une égratignure, » répliqua froidement Béatrice. « Il survivra, pour l'instant. » Richard se releva péniblement, soutenu par Alexandra. Son visage était pâle, mais son regard brûlait d'une détermination farouche. « Maintenant, nous allons sortir calmement, » ordonna Béatrice. « Ma voiture est devant, Richard. Tu conduiras, Alexandra. Tu t'assieras à l'arrière, avec moi. »« Et si nous refusons ?» demanda Richard. La voix tendue par la douleur, Béatrice pointa son arme vers Marie. « Alors la fidèle gouvernante sera la première à mourir. » À contre-cœur, ils se dirigèrent vers la porte. Alexandra cherchait désespérément un moyen de s'échapper, mais Béatrice restait constamment derrière eux. Son pistolet pointé sur leur dos, dehors, l'élégante Jaguar de Béatrice attendait, moteur ronronnant doucement. Alexandra réalisa avec un frisson que Béatrice l'avait laissé tourner, prête pour une fuite rapide. « Montez », ordonna-t-elle. Richard ouvrit maladroitement la portière côté conducteur. Grimaçant de douleur, Alexandra hésita, puis s'installa à l'arrière comme ordonné. Béatrice s'apprêtait à la suivre quand un bruit de moteur les fit tous se retourner. Une voiture remontait l'allée à vive allure. Pas une voiture de police, mais la Peugeot du détective qu'ils avaient engagée. « Non !» s'écria Béatrice, son visage se décomposant, profitant de sa distraction. Alexandra bondit hors de la voiture et se jeta sur elle. Les deux femmes tombèrent lourdement sur le gravier. L'arme s'échappa des mains de Béatrice, glissant sous la voiture. S'ensuivit une lutte acharnée, Béatrice se débattant avec la force du désespoir. Mais Alexandra, plus jeune et galvanisée par la fureur, parvint à la maintenir au sol jusqu'à ce que Richard, malgré sa blessure, vienne l'aider à immobiliser leur adversaire. Le détective arriva à leur hauteur, stupéfait par la scène. « Appelez la police !» cria Richard. « Vite !» Quelques instants plus tard, Béatrice était solidement maintenue par le détective, tandis que Richard, épuisé par l'effort et la perte de sang,
s'affaissait contre la voiture. « Ça va aller ?» demanda anxieusement Alexandra. Il hocha faiblement la tête. « Ce n'est pas profond, mais j'ai besoin de voir un médecin. » Alexandra se tourna vers Béatrice, qui les fixait avec un regard de haine pure. « C'est fini », lui dit-elle doucement. « Vous avez perdu. » Béatrice laissa échapper un rire amer. « Tu crois vraiment que c'est terminé ? J'ai des relations, de l'argent caché, même en prison. Je pourrais. Vous n'irez nulle part. » L'interrompit une voix forte. Marie se tenait sur le perron, accompagnée de 2 policiers en uniforme. Son visage portait une expression de triomphe contenue. « Contrairement à ce que vous croyez, madame, j'ai vraiment appelé la police. Quand j'ai vu votre voiture arriver, j'ai su que quelque chose de terrible allait se produire. Les policiers s'approchèrent, menottant rapidement Béatrice qui ne résistait plus, comme vidée de toute énergie. « Madame Béatrice Delacroix », déclara l'un d'eux, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, port d'armes illégales et enlèvement », compléta Alexandra. « Enlèvement et tentative de meurtre sur mineur, il y a 24 ans. » Le policier la regarda, perplexe. « C'est une longue histoire », expliqua Richard. « Une très longue histoire. » Tandis que les policiers emmenaient tout Béatrice vers leur voiture, Alexandra s'approcha d'elle. « Une dernière question, » dit-elle doucement. « Pourquoi m'avoir fait ça ?» Béatrice la dévisagea longuement, comme si elle pesait ses mots. « Parce qu'il t'aimait plus que tout, » répondit-elle finalement, sa voix dénuée de son arrogance habituelle. « Plus que moi, plus que l'empire qu'il avait bâti. Tu étais tout pour lui, et moi, je n'étais rien. » Sur ces mots, elle fut conduite à la voiture de police qui s'éloigna, sirène hurlante. Alexandra resta immobile, regardant la voiture disparaître au bout de l'allée. Une étrange sensation l'envahit. Non pas la satisfaction vengeresse qu'elle avait imaginée, mais un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Une main se posa sur son épaule. « Richard, pâle et souriant, rentrons, » dit-il doucement. « Il est temps de reprendre notre vie, notre vraie vie. » Alexandra hocha la tête, les larmes aux yeux. Le cauchemar était terminé. La vérité avait triomphé. Et même si les cicatrices du passé ne disparaîtraient jamais complètement, elle pouvait enfin envisager un avenir où elle serait pleinement Alexandra Delacroix, l'héritière retrouvée. 3 semaines s'écoulèrent, comme dans un rêve. Pour Alexandra, chaque jour apportait son lot de découvertes. Souvenirs fragmentés qui remontaient à la surface. Documents retrouvés qui reconstituaient peu à peu le puzzle de sa vie volée. Richard avait été soigné pour sa blessure à l'épaule, qui s'avéra heureusement sans gravité. Ensemble, ils avaient entamé les démarches juridiques pour rétablir officiellement l'identité d'Alexandra et contester le testament falsifié. Béatrice, quant à elle, attendait son procès en détention provisoire. Les charges contre elle s'accumulaient: enlèvement de mineurs, tentative de meurtre, falsification de documents, détournement de fonds, et désormais, tentative d'assassinat sur Richard et Alexandra. Ce matin-là, Maître Dubois les avait convoqués dans son cabinet pour une réunion décisive. Assis face à lui, Alexandra et Richard attendaient nerveusement. « J'ai plusieurs nouvelles », annonça l'avocat, rajustant ses lunettes. « Tout d'abord, le juge a accepté d'accélérer la procédure de rétablissement d'identité. Avec le test ADN et les témoignages recueillis, il n'y a plus aucun doute. Vous êtes légalement reconnue comme Alexandra Delacroix. » Alexandra sentit une vague d'émotion la submerger. Entendre ces mots officiellement prononcés avait quelque chose de profondément libérateur. Ensuite, concernant le testament, poursuivit Maître Dubois, nous avons obtenu l'ouverture d'une enquête sur le notaire qui a validé la version falsifiée. Il a déjà avoué avoir été soudoyé par Madame Delacroix. « Et l'héritage ?» demanda Richard. Le tribunal a gelé tous les comptes et avoirs de Béatrice. Une expertise comptable est en cours pour déterminer l'ampleur des détournements, mais vous pouvez d'ores et déjà reprendre le contrôle de l'entreprise familiale et de la fortune Delacroix. Il se tourna vers Alexandra. Conformément aux souhaits originaux de votre père, la moitié vous revient de droit. Alexandra hocha distraitement la tête. L'argent n'avait jamais été sa motivation. Et Pascal Moreau, demanda-t-elle. Il a obtenu l'immunité en échange de son témoignage complet. C'est un témoin clé pour l'accusation. Richard se pencha en avant. Quand le procès aura-t-il lieu ? C'est justement ma dernière nouvelle, répondit Maître Dubois. Le procureur souhaite organiser une confrontation préliminaire entre toutes les parties. Demain matin, ce n'est pas encore le procès,
mais une étape cruciale pour valider les témoignages et éventuellement, il hésita. Pour envisager un accord de plaidé coupable, Alexandra se raidit. Un accord, vous voulez dire qu'elle pourrait s'en tirer à bon compte? Oh non, la rassura l'avocat. Avec la gravité des faits, elle encourra de toute façon une peine très lourde, mais un aveu complet pourrait éviter un procès long et éprouvant pour vous. Alexandra et Richard échangèrent un regard. L'idée d'être confrontée à Béatrice était troublante, mais nécessaire pour clore définitivement ce chapitre douloureux. Nous y serons, affirma Richard. Le lendemain matin, une tension palpable régnait dans la petite salle du tribunal réservée aux confrontations. Alexandra, Richard et leurs avocats attendaient, ainsi que Pascal Moreau, l'ancien chauffeur, visiblement mal à l'aise dans son costume élimé, quand Béatrice fut introduite, menottée et escortée par 2 policiers. Alexandra sentit son cœur s'accélérer. La maîtresse du manoir de la Croix avait perdu de sa superbe. Sans son maquillage impeccable et ses vêtements de créateur, elle paraissait plus âgée, plus fragile. Mais son regard, lorsqu'il croisa celui d'Alexandra, contenait toujours la même froideur calculatrice. Le procureur, un homme d'une 50aine d'années à l'allure austère, prit la parole. Cette confrontation a pour but d'établir clairement les faits concernant la disparition d'Alexandra Delacroix en 1999, ainsi que les événements récents. Il se tourna vers Béatrice. « Madame Delacroix, compte tenu des preuves accablantes contre vous, votre avocat a évoqué la possibilité d'un aveu complet. Souhaitez-vous faire une déclaration ?» Béatrice resta silencieuse un long moment, son regard passant de son avocat au procureur, puis à Alexandra et Richard. « Qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda-t-elle finalement d'une voix étonnamment calme. « La satisfaction de dire enfin la vérité, » répondit sèchement le procureur, « et potentiellement, une réduction de peine, au lieu de la perpétuité, vous pourriez être éligible à une libération conditionnelle après 25 ans. » Un rire sans joie échappa à Béatrice. « 25 ans, à mon âge, c'est une condamnation à vie de toute façon. C'est votre choix, Madame Delacroix, » répliqua le procureur. « Mais avec ou sans vos aveux, les preuves sont accablantes. Le témoignage de M. Moreau, les enregistrements qu'il a conservés, les documents falsifiés retrouvés chez vous, les transferts bancaires suspects, et bien sûr votre tentative récente d'assassinat. » Béatrice jeta un regard venimeux vers Pascal Moreau, qui se tassa sur sa chaise. « Très bien, » dit-elle finalement. « Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, mais pas pour obtenir une réduction de peine, pour que tout le monde sache pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Elle se redressa, retrouvant un peu de sa contenance habituelle. « J'ai épousé Ernest Delacroix pour son argent, bien sûr, mais aussi parce que je l'admirais. C'était un homme brillant, charismatique. J'étais prête à être une épouse parfaite, à l'aider à bâtir son empire. » Son regard se durcit, mais il ne voyait que sa précieuse fille, Alexandra par-ci. Alexandra par-là, rien d'autre ne comptait pour lui. Elle tourna son regard vers Alexandra. « Tu ne te souviens pas, évidemment, mais il t'adorait pathétiquement. Chaque décision qu'il prenait était en fonction de toi, l'empire qu'il avait bâti. C'était pour toi. Moi, je n'étais qu'une belle décoration, une maîtresse de maison présentable. Alors vous avez décidé de me faire disparaître, » dit doucement Alexandra. « Pas au début, » répondit Béatrice. « Au début, j'ai essayé de te gagner, d'être une belle-mère acceptable. Mais tu me rejetais constamment, te réfugiant auprès de ton père, ou de cette... » Elle jeta un regard méprisant vers Marie, assise au fond de la salle. Cette domestique qui jouait les mères de substitution. « J'étais une enfant, » protesta Alexandra. « Une enfant qui avait perdu sa mère. Une enfant insupportable, » répliqua Béatrice, qui me rappelait quotidiennement que je n'étais qu'une intruse dans cette maison, dans cette famille. Elle soupira, comme si le poids des années lui pesait soudain. L'idée est venue progressivement, d'abord comme une simple fantaisie. Et si Alexandra n'était plus là, Ernest serait dévasté, bien sûr, mais je serais là pour le consoler, pour devenir son seul soutien. Et avec le temps, il oublierait. Un murmure horrifié parcourut l'assistance. Béatrice poursuivit, imperturbable. J'ai planifié chaque détail, les recherches sur les drogues amnésiantes, le choix du parc, le recrutement de Moreau. Elle jeta un regard méprisant vers l'ancien chauffeur. Je lui avais promis une fortune pour faire disparaître définitivement la petite, mais il a eu des scrupules au dernier moment, un comportement regrettable.
Vous vouliez qu'il me tue, murmura Alexandra. Glacée d'horreur, Béatrice soutint son regard sans ciller. C'était le plan original. Oui, une disparition définitive. Mais ce lâche n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il t'a abandonnée près d'un hôpital, droguée mais vivante. Elle se tourna vers le procureur. Ernest a été inconsolable, comme prévu. Mais au lieu de se tourner vers moi, il s'est enfermé dans son chagrin et sa quête obsessionnelle pour te retrouver. Il a dépensé des fortunes en détectives privés, en campagne de recherche, pendant des années. Et quand il a commencé à avoir des soupçons sur vous, demanda le procureur, je l'ai convaincu de son erreur, répondit simplement Béatrice. J'ai joué la carte de l'épouse dévastée. Injustement accusé, il voulait tellement me croire. Richard serra les poings. Et à sa mort, vous avez falsifié son testament. Une simple formalité, admit Béatrice avec un haussement d'épaule. Le notaire était un vieil ami qui me devait quelques faveurs. Le testament original prévoyait que la part d'Alexandra soit placée dans une fondation si elle n'était pas retrouvée. Je ne pouvais pas laisser une telle fortune m'échapper. Le procureur prit des notes, son visage impassible malgré l'horreur des révélations. Et récemment, quand vous avez découvert que Lucie Morel était en réalité Alexandra, j'ai d'abord pensé que c'était une coïncidence, admit Béatrice, ou une arnaqueuse bien informée, mais quand j'ai compris qu'elle pouvait vraiment être Alexandra, elle soupira. J'ai tenté de corriger mon erreur d'il y a 24 ans. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les aveux glacials de Béatrice, prononcés sans la moindre once de remords, avaient figé l'assistance. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» demanda finalement le procureur. Béatrice regarda Alexandra droit dans les yeux. « Juste une chose, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais, parce que tu m'as tout pris, même sans le savoir. » Alexandra soutint son regard. « Non, Béatrice, c'est vous qui avez tout pris, ma famille, mon identité, 24 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, je reprends tout, et vous ne perdez que ce que vous n'avez jamais mérité d'avoir. » Béatrice ne répondit pas, mais pour la première fois, Alexandra crut voir dans son regard autre chose que de la froideur calculatrice, une lueur de défaite, la reconnaissance peut-être que son règne de manipulation et de mensonge était définitivement terminé. 1 an s'était écoulé depuis la confrontation qui avait scellé le sort de Béatrice Delacroix. Condamnée à 20 ans de réclusion pour l'ensemble de ses crimes, elle purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité, loin de la luxueuse demeure qu'elle avait transformée en théâtre de manipulation et de mensonges. Ce matin de printemps, Alexandra contemplait le domaine Delacroix depuis la terrasse. Les jardins, autrefois impeccablement entretenus mais froids et impersonnels comme leur maîtresse, avaient été transformés. Des parterres de fleurs sauvages et colorées avaient remplacé les haies géométriques. Des balançoires et des structures de jeu égayaient désormais la pelouse principale. Le manoir lui-même avait subi une métamorphose. Les pièces sombres et austères avaient été repeintes dans des tons chaleureux. Les lourdes tentures avaient cédé la place à des voilages légers qui laissaient entrer la lumière. Des rires d'enfants résonnaient dans les couloirs autrefois silencieux. « À quoi penses-tu » demanda Richard, rejoignant sa sœur sur la terrasse avec 2 tasses de café. Alexandra sourit, acceptant la boisson fumante. « À tout le chemin parcouru, à cette vie que j'ai retrouvée, et à la vie que tu as créée, » ajouta Richard, désignant d'un geste le manoir transformé. L'orphelinat Sainte-Marie avait officiellement ouvert ses portes 6 mois auparavant, après avoir récupéré son héritage et rétabli son identité légale. Alexandra avait décidé de donner un sens à sa propre histoire tragique avec l'aide de Richard. Elle avait transformé une aile entière du manoir en refuge pour enfants disparus et traumatisés. Des psychologues spécialisés, des éducateurs dévoués et une équipe médicale travaillaient désormais à temps plein pour aider ces enfants à se reconstruire. L'expérience personnelle d'Alexandra en faisait une directrice particulièrement empathique et déterminée. « Le nouveau psychologue arrive aujourd'hui », rappela Richard. « Tu veux que je m'en occupe ?»« Non, je le recevrai moi-même », répondit Alexandra. « Mais d'abord, j'ai quelque chose à faire. » Son frère hocha la tête. Comprenant sans qu'elle ait besoin d'expliquer, c'était le jour anniversaire de sa redécouverte. Le jour où Lucie Morel avait franchi les portes du manoir Delacroix pour devenir chauffeur et avait finalement retrouvé sa véritable identité. « Tu veux que je t'accompagne ?» Alexandra secoua doucement la tête. « C'est quelque chose que je dois faire seule. »
1 heure plus tard, elle se trouvait à Annecy, devant le parc Montfleury. C'était là que tout avait commencé, et presque terminé. 25 ans auparavant, une petite fille de 8 ans tenant un ballon rouge, une belle-mère aux intentions meurtrières, un chauffeur qui avait eu un sursaut de conscience au dernier moment, Alexandra franchit les grilles du parc, son cœur battant la chamade. Les souvenirs, longtemps enfouis sous l'amnésie induite par les drogues, étaient revenus par fragments au cours de l'année écoulée. Des séances d'hypnose et de thérapie l'avaient aidée à reconstituer le puzzle de son passé. Elle se dirigea d'un pas assuré vers la fontaine en pierre qui trônait au centre du parc. La même fontaine que sur la photographie qui avait tout déclenché. Elle s'assit sur le rebord, fermant les yeux pour mieux accueillir les souvenirs. Elle se revoyait, petite fille, courant autour de cette fontaine pendant que son père la photographiait, le parfum de la barbe à papa qu'elle avait mangé ce jour-là, la sensation du ballon rouge dans sa main, puis Béatrice, lui offrant une glace au goût étrangement amer, le monde qui commençait à tourner, une voiture, l'obscurité. Alexandra rouvrit les yeux, surprise de constater que ses joues étaient mouillées de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de colère, plutôt des larmes de libération. Elle sortit de son sac un petit objet qu'elle gardait précieusement, un ballon rouge gonflé à l'hélium, attaché à un fil. D'un geste délibéré, elle le lâcha, regardant la sphère écarlate s'élever lentement vers le ciel bleu. « Au revoir, petit ballon », murmura-t-elle. « Emporte avec toi les dernières ombres du passé. » Elle resta là quelques minutes, suivant des yeux le ballon qui rapetissait jusqu'à n'être plus qu'un minuscule point rouge dans l'immensité du ciel. Sur le chemin du retour, elle fit un détour par le cimetière de Lyon, où reposait son père. La tombe d'Ernest Delacroix, simple mais élégante, était fleurie de roses blanches. Richard était manifestement passé récemment. Alexandra s'agenouilla, posant une main sur la pierre froide. « J'aurais aimé te retrouver de ton vivant, papa », murmura-t-elle. « Mais je sais maintenant que tu n'as jamais cessé de me chercher. Et d'une certaine manière, c'est toi qui m'as guidée jusqu'à la maison. » Elle déposa à son tour un bouquet, des jonquilles, les fleurs préférées de son père. Comme elle s'en souvenait désormais, de retour au manoir en début d'après-midi, elle fut accueillie par Marie, dont le visage s'illumina en la voyant. « Comment s'est passée votre journée, ma petite ?» Alexandra sourit à la vieille gouvernante, qui était devenue comme une seconde mère pour elle. Libératrice. « Je crois que j'ai enfin fait la paix avec mon passé. C'est la seule façon d'embrasser pleinement l'avenir, » approuva Marie avec sagesse. « Oh, j'allais oublier. Le nouveau psychologue est arrivé. » Richard l'a installé dans le petit salon. Alexandra se dirigea vers la pièce indiquée, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. L'orphelinat Sainte-Marie était devenu une référence dans l'aide aux enfants traumatisés, et chaque nouveau membre de l'équipe était soigneusement sélectionné. Le jeune homme qui se leva à son entrée avait une présence rassurante et un regard bienveillant. « Dehors, Laurent, je présume ?» dit-elle en lui tendant la main. « Je suis Alexandra Delacroix. Enchantée », répondit-il avec un sourire chaleureux. « Votre frère m'a fait visiter l'établissement. C'est remarquable, ce que vous avez créé ici. C'est un travail d'équipe, » précisa-t-elle modestement. « Nous avons actuellement 12 enfants en résidence permanente et une vingtaine en suivi externe. » Ils discutèrent longuement de l'approche thérapeutique de l'orphelinat, de la philosophie qui guidait leur travail et des défis particuliers posés par les enfants victimes de traumatisme. « Ce qui me frappe, » observa le DER Laurent, « c'est la chaleur qui règne ici. Ces enfants se sentent en sécurité, aimés. C'est fondamental pour leur guérison. » Alexandra acquiesça. « C'est exactement ce que je voulais créer. Un havre de paix. Un endroit où ils peuvent retrouver confiance en eux-mêmes et en l'avenir. » Après l'entretien, Richard la rejoignit pour un bilan. « Alors, qu'en penses-tu ?»« Il fera l'affaire, » approuva Alexandra. « Il a cette sensibilité particulière dont nous avons besoin. » Ils marchèrent ensemble vers la salle commune où les enfants se rassemblaient pour le goûter. La pièce bourdonnait d'une énergie joyeuse. Des rires, des conversations animées, des jeux improvisés. Alexandra s'arrêta sur le seuil, contemplant cette scène avec une émotion particulière. Ces enfants, comme elle autrefois, avaient été arrachés à leur vie, à leur identité. Mais ici, ils trouvaient un nouveau départ. « Mademoiselle Alexandra » s'écria une petite fille aux tresses brunes, courant vers elle. « Regardez ce que j'ai dessiné. » Le dessin représentait le manoir entouré d'arbres et de fleurs, avec de nombreux personnages souriants. « C'est magnifique,
Sophie, la complimenta Alexandra, s'agenouillant pour être à sa hauteur. C'est notre maison. Oui, confirma fièrement l'enfant. Et là, c'est vous, et Monsieur Richard, et Marie, et tous mes amis. Tu as beaucoup de talent, sourit Alexandra, profondément touchée. Le soir venu, après le dîner et l'heure du coucher des enfants, Alexandra et Richard se retrouvèrent dans la bibliothèque, autrefois territoire intimidant de Béatrice, désormais espace chaleureux garni de livres pour tous les âges. J'ai reçu des nouvelles du notaire, annonça Richard. Les dernières formalités concernant la fondation sont réglées. L'orphelinat Sainte-Marie est désormais officiellement financé pour les 50 prochaines années. Quoi qu'il arrive, Alexandra sourit, soulagée. Père aurait approuvé, j'en suis certaine, sans aucun doute. Richard lui tendit un verre de vin. À la mémoire d'Ernest Delacroix. À la mémoire de père, répéta Alexandra. Et à la vie qui continue. Ils trinquèrent dans la douce lumière du soir. Par la fenêtre ouverte, on apercevait les champs dorés de la région du Rhône, baignés dans la lueur du couchant. Alexandra ressentit soudain une paix profonde, comme si les dernières pièces d'un puzzle compliqué trouvaient enfin leur place. Elle n'était plus Lucie Morel, l'orpheline sans passé aux mains calleuses et au cœur vide. Elle n'était plus non plus Alexandra Delacroix, l'enfant volé qui hantait les rêves d'un père inconsolable. Elle était les deux à la fois, forte de l'expérience de Lucie, riche de l'héritage d'Alexandra, une femme complète, qui avait transformé sa tragédie personnelle en source d'espoir pour d'autres enfants blessés. Dehors, le soleil disparaissait à l'horizon, promettant un nouveau jour, pour Alexandra, pour les enfants de l'orphelinat Sainte-Marie, pour tous ceux qui, un jour, avaient perdu leur chemin et retrouvé la lumière. La boucle était bouclée, le passé, enfin apaisé, l'avenir, grand ouvert,